Bonjour à tous les membres de ce forum. Alors, je constate que beaucoup de questions subsistent encore sur divers aspects de la position que j'ai développée hier sur Equinox Soir. Vraiment, le temps était trop court pour me permettre d'aller dans les détails de mes thèses. Et intervenant en ligne, n'est-ce pas, depuis Tchan, j'étais dépendant de l'équipe technique d'Equinox, n'est-ce pas, qui pouvait seul me permettre d'accéder au plateau. Donc, je vous demande simplement d'être un peu patient. Alors, parce que je reviendrai en détail sur tous ces points dans des capsules vidéo dédiées que vous retrouverez sur ma page d'éducation citoyenne, le droit au 237. Alors, retenez simplement qu'au strict plan du droit, l'alinéa 2 de l'article 121 du Code électoral est anticonstitutionnel. C'est-à-dire que c'est une disposition qui viole la Constitution. Et lorsqu'une disposition viole la Constitution, elle est normalement inapplicable. Et lorsque je dis qu'elle viole la Constitution, en fait, cet alinéa 2 est en contradiction avec l'article 15 de la Constitution. Et je dis, n'en déplaise à mes contradicteurs, je dis que je les mets au défi. Dès lors que la Constitution a dit que l'élu représente l'ensemble de la nation, je dis aucune loi, je dis bien aucune loi, fut-elle électorale, donc spéciale. C'est-à-dire que parce que quelqu'un a parlé a pu invoquer la règle selon laquelle les lois spéciales peuvent déroger aux lois générales. Non, ce principe-là ne s'applique pas dans le rapport entre la Constitution et la loi. C'est un principe que l'on ne convoque que pour essayer d'établir la priorité que l'on va accorder à deux textes de même valeur. J'insiste, de même valeur. Or, il n'y a pas match entre la Constitution et la loi. C'est le professeur Abba Ono qui disait que vaut le Kitoko devant le Chivas. La loi ne peut exister que par délégation de la Constitution. Et donc, si la Constitution dit qu'elle soumet quelque chose au détail de la loi, cette loi-là doit en tout point rester dans l'esprit du constituant. Mais la loi, cela n'autorise pas la loi à aller contre la Constitution. Parce que c'est la Constitution qui donne la force à la loi afin qu'elle puisse s'imposer. Donc je dis qu'au Cameroun, il est juridiquement inadmissible de dire qu'un parti est représenté à partir du moment où l'article 15 dit que l'élu représente plutôt la nation. Donc au plan politique peut-être, on peut encore le dire. Et je vous dirai comment on peut appréhender cette expression de parti représenté, n'est-ce pas, politiquement, dans une prochaine sortie. Ce n'est pas l'objet du débat actuellement. Alors, donc, aujourd'hui, tout le monde ne voit que le MRC. Vous voyez? Tout le monde ne voit que le MRC. Mais en réalité, tous les partis légalisés au Cameroun, qu'ils aient ou non des élus, ont juridiquement la latitude de présenter un candidat à la présidentielle. Je le dis, tous les partis politiques, ce n'est pas que le MRC. Parce qu'en présentant un candidat, si d'aventure cette candidature est rejetée par Elecam sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 121 du Code électoral, le parti victime peut, dans le cadre du recours qu'il fera devant le Conseil constitutionnel, soumettre une question préalable de constitutionnalité. Là, il va exiger l'appréciation de la constitutionnalité de cet alinéa 2, n'est-ce pas, par rapport à l'article 15. Et en constatant sa contrariété avec l'article 15, cet alinéa 2 va simplement être considéré comme étant non écrit, c'est-à-dire comme inexistant, et donc inapplicable. Et ce recours sera donc examiné uniquement à l'aune de l'alinéa premier, n'est-ce pas, de l'article 121. Et en fin de compte, la candidature sera purement et simplement rétablie. C'est du droit, ce n'est pas du folklore. Alors pour l'intérêt de la primauté dans la règle de droit, dans notre pays, j'encourage tous les partis politiques, je dis bien tous les partis politiques, à s'inscrire dans cette démarche. Alors étant donné que la caution de 30 millions
demeure remboursable en cas de non-validation de la candidature, ou alors même, si la candidature est validée sur le fondement de ce que j'ai dit, en cas de désistement intervenant avant l'impression des bulletins de vote. C'est le droit camerounais. Ça veut dire qu'il faut que les partis, tous les partis, qui veulent vraiment faire voir la primauté de la règle de droit, qu'ils présentent les candidats. Tous les partis qui ont 30 millions, qu'ils se lancent dans l'aventure, ne serait-ce que pour essayer, afin que ce contentieux ait lieu et que le Conseil constitutionnel soit confronté à sa responsabilité historique de dire le droit. Et je dis, si ce parti avait essayé dans l'intérêt du droit, en cas de validation de la candidature, il peut désister. Et en désistant, les 30 millions sont restitués. Vraiment, si nous voulons nous battre pour le règne du droit dans notre pays, c'est des initiatives qu'on doit essayer. Moi, j'encourage vraiment tous les partis à le faire. En tout cas, comme j'ai dit, je reviendrai dans des vidéos dédiées, comme promis, n'est-ce pas, sur le sens de l'article 3 de la Constitution que mon admirable collègue, n'est-ce pas, a bien voulu avancer pour soutenir sa position. Quoique privatiste de mon État, oui, parce qu'on me fait ce reproche, on dit, que peut dire un privatiste devant des publicistes, devant des constitutionnalistes? Je vous ai dit, ce n'est pas une question, ce débat n'est pas si élevé que ça. On n'a pas besoin d'être un docteur pour parler de cette question-là. Les bases de la discussion tiennent dans des cours de première année en droit. Le droit constitutionnel, l'introduction générale au droit. Et donc je dis, cet article 3, que mon collègue a convoqué, pour dire que c'est le fondement qui oblige les partis, n'est-ce pas, à prendre absolument, impérativement part aux élections, je dis que c'est faux. Je dis que c'est faux. Je reviendrai d'ailleurs. Mais retenez dès à présent, que les partis politiques dans cet article 3-là ne sont cités que comme des acteurs du jeu électoral. Et donc, il faut lire cet article 3 en lien avec l'article 2, spécialement son alinéa 3, n'est-ce pas, qui confère la véritable titularité du droit de participation au suffrage plutôt aux citoyens. C'est le citoyen qui est le principal acteur. Ce sont les individus, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il est question. Et donc, les partis ne sont que des accompagnateurs. C'est des simples accompagnateurs. Ça veut dire que même sans les partis politiques, l'élection a lieu. C'est pourquoi on parle du verbe concourir. Les verbes ont un sens. Je dis que quand le législateur dit les partis politiques concourent, mais concourir, c'est... Si vous demandez le concours de quelqu'un, ce n'est qu'une possibilité. Ça veut dire qu'il s'agit d'ailleurs de quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. Mais peut-être pour vous faciliter la tâche, vous sollicitez le concours de quelqu'un. C'est ça le verbe concourir. C'est agir avec quelqu'un. Mais sans l'accompagnement de cette personne, l'action peut toujours avoir lieu. Voilà comment il faut comprendre cet article 3. En tout cas, comme j'ai dit, j'y reviendrai dans plus de détails. Alors donc, de même qu'un citoyen qui est le véritable titulaire du droit du suffrage, n'est-ce pas, peut refuser de voter. Oui, nous avons l'habitude de dire le vote c'est un droit mais en même temps un devoir. Mais il n'y a jamais de sanction contre un citoyen qui refuse de voter. Donc de la même manière qu'un citoyen peut refuser de voter, de la même manière un parti peut décider de boycotter. Ce n'est qu'un droit de participation. Et un droit n'est pas une obligation. C'est une faculté. C'est une prérogative que vous détenez et que vous pouvez choisir d'exercer ou de ne pas exister. Ou de ne pas exercer. Et dans la même logique, le citoyen qui ne vote pas à une élection passée, je dis, ne perd pas son droit de vote à une élection à venir. C'est de ça qu'il est question. N'est-ce pas? Et de la même manière, je ne comprends pas que un parti qui a boycotté, n'est-ce pas, ne puisse pas venir à une prochaine élection. Puisque le parti, comme je vous ai dit, n'est qu'un acteur comme le citoyen. Et donc, à partir du moment où le citoyen qui ne vote pas à une élection passée peut revenir à l'élection à venir, de la même manière, un parti politique qui a boycotté une élection passée peut bien revenir à une élection future. C'est de ça qu'il est question et rien d'autre. Alors, et la preuve évidente que le raisonnement de mon collègue, de mon très estimé collègue, n'est-ce pas, était tiré par les cheveux, c'est-à-dire forcé. C'est d'abord l'admission de la candidature indépendante. Alors, comment explique-t-il peut donc expliquer que nos textes admettent la candidature indépendante s'il faut absolument que les partis politiques soient les acteurs du jeu électoral? Mais l'élection présidentielle est quand même l'élection la plus importante dans la vie d'une nation. Alors donc si l'implication des partis était
un chemin incontournable. Mais comment est-ce qu'ils peuvent donc expliquer que les candidatures indépendantes soient possibles? Alors, donc voilà déjà une première incongruité. Et deuxièmement, il vous dit qu'un parti qui n'a pas pris part à une élection ne prend pas part à l'autre. Mais comment est-ce qu'ils justifient donc que dans leur liste des partis qu'ils disent représenter, qu'on ait l'UPC? Mais l'UPC a pris part aux élections 2020. Chacun sait que, sous le prétexte, n'est-ce pas, des divergences au sein de ce parti, on a considéré que les candidatures de l'UPC n'étaient pas possibles. Et l'UPC aujourd'hui n'est présente au Sénat que par un sénateur nommé. Alors l'UPC n'a jamais pris part aux élections. Donc vous comprenez que à partir de ces deux petits exemples, la candidature indépendante et l'intégration de l'UPC parmi les partis qu'ils disent représenter, mais vous voyez que leur thèse de l'obligation du vote ou bien du sens qui donne à l'article 3 est complètement battue en brèche. Ça ne tient pas. On n'a pas besoin d'être spécialiste pour le dire. C'est du droit classique, du droit basique, du niveau de licence au maximum. Un étudiant qui a fait première, deuxième, troisième année de licence tient le discours que je vous tiens là. Ce n'est pas un discours de sachant. Et puis quand même, il faut quand même me reconnaître que j'ai quand même l'autorité d'aller au-delà de ce qu'on peut enseigner à des étudiants de licence. Hein? Alors donc je dis, en tout cas je reviendrai là-dessus pour davantage démonter, n'est-ce pas, cette thèse-là. Donc soyez simplement attentifs pour suivre tous les détails, n'est-ce pas, sur ma page YouTube comme promis, que vous connaissez, n'est-ce pas, cette page que vous connaissez, YouTube en un seul mot, sans espace. Donc je préfère m'arrêter là pour cette journée et je vous souhaite donc une agréable journée et que Dieu nous garde. Donc voilà, merci beaucoup.